Et pour continuer dans la veine des superlatifs, les températures atteintes sont plus froides que dans l'espace. 1,9, alors c'est combien dans l'espace? Alors le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la moyenne du fond de l'espace, c'est 2,7 Kelvin. D'accord? Et nous, on est à 1,9. Alors j'adore frimer en disant, ok, le LHC, c'est une quantité énorme de matériel, je crois que c'est 40 000 tonnes de matériel refroidi à plus froid que l'univers. Donc c'est pas les températures les plus basses de l'univers. Donc faut que de temps en temps j'arrête de frimer. C'est les températures les plus basses de l'univers sur ce volume-là. Ça, enfin dans une machine en tout cas. Et les énergies, vous parlez de téraélectronvolts, qu'est-ce que ça représente quoi? C'est quoi du point de vue de l'univers, ces énergies-là? Alors, déjà, l'électronvolt, pour les physiciens là-dedans, c'est l'énergie qui a un électron soumis à une différence de potentiel d'1 volt. C'est un truc qui nous a paru très intelligent il y a très longtemps. En fait, juste pour revenir sur les changements d'unité, nous on est des êtres humains, on fait en gros de l'ordre du mètre de hauteur, on se déplace en mètres par seconde et on pèse quelques kilos. Donc kilomètres seconde pour notre vie quotidienne, c'est génial. Pour des particules qui sont ultra relativistes, c'est-à-dire qui vont à presque la vitesse de la lumière, donc 300 000 km secondes, qui pèsent quelque chose, leur masse c'est quelque chose comme 10 moins, c'est quoi le proton, 10 moins 28 kg, c'est ridicule, c'est beaucoup de zéros, qui ont des énergies colossales. On a décidé de changer d'unité. Et donc on avait besoin d'une unité, on a pris C, la vitesse de la lumière, pour faire le changement. On a pris H bar, qui caractérise les particules, en fait le monde quantique. La constante de Planck. Voilà, donc on a caractérisé ça par le monde relativiste, le monde quantique, puis il nous fallait une autre unité, on a dit bon, on va prendre un électron sous une différence de potentiel d'un volt. En fait on se retrouve bien nul parce qu'un électron-volt pour nous maintenant c'est pas assez du tout. Donc maintenant on parle de téraélectronvolt, donc on est à 10, 12, 10, 15, machin, donc on a des tas de multiples de l'électronvolt. Alors pour donner maintenant un ordre d'idée, c'est des énergies qui sont énormes. Alors quand je veux minimiser l'énergie dans le LHC, je dis oh non, l'énergie des protons c'est la même qu'un moustique en plein vol. Que dalle, oui, mais dans un volume de 1000 milliards de fois plus petit que le moustique. Donc là ça devient déjà impressionnant. Alors j'ai essayé de faire des calculs, alors j'ai trouvé d'autres trucs, c'est aussi la même chose que 90 kg de TNT, ou 15 kg de chocolat, ou 8 litres d'essence. Évidemment l'énergie c'est ça qui est magique, ça dépend de ce qu'on en fait et comment on la consomme, d'accord? 15 kg de chocolat c'est beaucoup d'énergie. Ouais. 90 kg de TNT aussi. Donc c'est quand même beaucoup d'énergie, mais c'est surtout la densité d'énergie qui est importante, c'est-à-dire beaucoup d'énergie dans des tout petits volumes. Sinon, pour comparer maintenant à ce qui est capable de faire l'univers, donc nous on dit qu'on est à 10, 12, de l'ordre de 10, 12, 10, 13 électronvolts, nos protons dans le LHC, d'accord? Dans les rayonnements cosmiques, c'est aussi des protons, donc qui se baladent dans le cosmos. On atteint, c'est rare, mais il y en a, des protons de 10 puissance 21 électronvolts, d'accord? Donc l'univers est capable de faire des trucs vachement plus costauds que ce qu'on fait nous. D'accord. Et alors l'idée c'est de faire des expériences avec cette énergie très concentrée. On fait apparaître des particules. Et c'est ces particules-là qui vous intéressent pour étudier leurs caractéristiques, etc. Le truc, c'est que la plupart des particules du modèle standard sont instables. Alors, heureusement, l'électron, par exemple, tant mieux, lui, il est stable. Ce serait mal, sinon, le proton, qui n'est pas élémentaire, mais néanmoins, il est stable. Et le neutron dans le noyau, il est stable aussi, dans la plupart des noyaux. Donc tant mieux, parce qu'on est là pour en parler. Tout le reste, c'est instable. Donc, c'est instable, ça veut dire que si je veux l'étudier, la particule, je fais quoi? J'attends gentiment qu'il y en ait une qui très sympathiquement veuille bien se désintégrer sous mes yeux pour que je... Instable, hein, c'est pas elle tient pas en place comme m'avait dit un élève de 4e une fois, c'est sitôt créée, elle se désintègre. Si je veux l'étudier, je me débrouille pour les créer sous mon nez ou là où j'ai mis mon détecteur, d'accord, pour pouvoir les étudier. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au LHC, ce qui se passe, c'est quand on collisionne les protons, contrairement à pas mal d'idées reçues que les dessins ont véhiculées en particulier, c'est pas les débris des protons qu'on regarde. On a suffisamment d'énergie dans un suffisamment petit volume pour agiter le vide et en faire sortir, donc vraiment créer des particules nouvelles. C'est-à-dire les protons ne sont plus là, ils sont désintégrés, annihilés, et il y a création vraiment de nouvelles particules. Mon boson Z préféré, mon chouchou, ou le boson Higgs, il n'est pas préexistant dans le proton. C'est vraiment pas un débris de proton, d'accord? Donc c'est exactement ça qu'on fait au LHC, c'est-à-dire en des endroits choisis, on crée des particules dont on sait qu'elles sont instables, pour pouvoir les étudier. Alors évidemment, elles sont tellement instables qu'on ne les voit pas avec nos détecteurs, c'est pas elles qu'on voit, c'est leur produit de désintégration. En revanche, notre super modèle standard, il nous permet de faire des prédictions sur comment se désintègre telle ou telle particule. Et après on compare, théorie et expérience. C'est vraiment un jeu de Sherlock Holmes dans le détecteur, parce que c'est pas la particule elle-même qu'on va voir, c'est ses produits de désintégration.
D'accord. Alors pourquoi le détecteur Atlas est-il si gros et si compliqué pour observer des choses aussi petites? Alors, il y a plein de façons de répondre à cette question, mais déjà on peut repartir à moi pour vous voir qui est de l'ordre du mètre, j'ai besoin de mon œil qui est de l'ordre du centimètre. Maintenant, si je veux regarder une poussière sur la table, j'ai besoin d'une loupe, donc c'est déjà un truc de 10 cm. Si je vais vouloir regarder plus petit encore, j'ai besoin d'un télescope, d'un microscope, donc 50 cm, microscope électronique, c'est déjà une bestiole de 2 mètres. Donc en fait, plus on veut voir petit, plus on a besoin d'un instrument grand. Et moi, c'est pas compliqué, moi je regarde ce qu'on appelle l'infiniment petit. Donc mon machin fait 40 mètres, finalement c'est raisonnable, il pourrait être infiniment grand, n'est-ce pas? Non, je rigole. Donc plus on veut voir petit, qu'on a besoin de grand. Pourquoi? Parce que plus on veut voir petit, plus on a besoin d'y mettre l'énergie. Et une particule qui a beaucoup d'énergie, eh ben, elle va avoir tendance à traverser plein de matières. Et moi, il va falloir que je puisse l'arrêter pour, par exemple, mesurer son énergie. Pour certaines, c'est un exemple. Par exemple, les électrons dans la classe s'arrêtent dans le calorimètre. J'ai besoin de les voir. Donc c'est une question d'énergie en fait. Plus je veux voir petit, c'est une question de longueur d'onde. Plus je veux voir petit, plus j'y mets de l'énergie. Plus j'y mets de l'énergie, plus j'ai besoin d'un appareil grand. D'abord pour la fournir, l'énergie, ça c'est le LHC. Puis ensuite pour la contenir, et ça c'est la place. Alors du coup, cette énergie produit énormément de particules qui se désintègrent en elles-mêmes, énormément de particules. Ça vous fait énormément de données. Ah ça, vous n'imaginez pas. Puis alors en plus en ce moment là, le LHC, alors, le LHC tourne par an, on démarre, je ne sais pas, la physique vers avril, c'est bon, non, maintenant voilà, c'est le tour d'avril. Et puis on tourne en proton-proton, c'est-à-dire on fait des collisions de protons jusque cette année fin octobre. Et puis ensuite on fait un mois où on accélère d'autres trucs, des ions. En l'occurrence là des atomes de plomb dont on a enlevé tous les électrons autour, donc des ions de plomb, des ions de plomb. Et là donc le LHC vient de s'arrêter mercredi soir de faire des protons-protons. Et c'est une année totalement extraordinaire parce que on a enregistré, alors je vais donner une unité barbare, 40 inverses femtobarnes de données, peu importe l'unité, appelez ça patate chou-fleur, ce que vous voulez, 40 chou-fleurs de données, sachant que pendant tout le run précédent, donc aux énergies précédentes, 2011-2012, on n'avait enregistré que 25 chou-fleurs, et puis en 2015, on n'avait enregistré que 3 chou-fleurs. On n'a jamais eu une production de données aussi dense dans le... J'espère que j'ai pas trop de collègues physiciens, je reviens, le chou-fleur c'est un inverse femtobarne. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que cette année, le LHC, vraiment, ils ont mis le paquet, il a eu des performances exceptionnelles. Et on en est au point où là, on se pose des questions de comment on va traiter les données. Tellement on en a. Alors on a fait un petit calcul au tout début du LHC, en admettant que je veuille enregistrer une année de production de données du LHC sur des CD ou des DVD. D'accord? De quel espace, de quelle pièce j'ai besoin pour stocker mes DVD, bah, ça va pas le faire parce que même en retirant les boîtes des DVD, on se retrouve avec une pile de 20 km de haut. 20 km! Enfin, je sais pas, le Mont Blanc, il est dans les 4 km, quoi, donc vous voyez le truc. Donc c'est des quantités de données monstrueuses. Donc c'est pour ça, entre autres, que vous êtes si nombreux pour analyser les données. Comment vous analysez toutes ces données? Vous avez des algorithmes de traitement, vous faites ça à plusieurs laboratoires, comment ça se passe? Ouais, alors Atlas, donc j'ai dit, il y a 3700 physiciens à peu près, dans le tas il y a 1000 étudiants, c'est jeune la physique. On représente 40 pays et à peu près 180 laboratoires, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, on se répartit le boulot. Alors, on se répartit le boulot sur les... Ça, je l'ai pas dit, mais Atlas, mais pour pouvoir reconnaître toutes les particules, on a besoin d'un détecteur qui est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches là-dedans qui vont réagir différemment aux différents types de particules, ça nous permet de les identifier, de les mesurer. Donc déjà, les gens qui travaillent, les physiciens les plus proches du détecteur, ils vont être déjà spécialistes d'un bout seulement du détecteur, qui est monstrueux déjà. Et puis après, même, on va avoir chacun des sujets de physique différents. Par exemple, moi, je vais étudier boson Z, et puis le bureau d'à côté, ça va être le Higgs, le W, les quark top. Il y a tout un tas de sujets de physique. Puis même sur le boson de Higgs, il y en a qui vont étudier ce qu'on appelle son spin, qui est une propriété quantique. Il y en a qui vont étudier sa masse, etc., etc. Donc, on se répartit le boulot sur les analyses. Et chaque personne va écrire ses petits codes, en classe, il y a des millions de lignes de code, mais ces codes pour analyser les données. Alors moi, j'arrive en bout de ligne, je dis j'analyse les données. Avant, il y a tout un tas de programmes qui ont été écrits aussi, qui s'appellent les programmes de reconstruction. C'est parce que comme sort Atlas, le géant, le détecteur géant, là, bah, c'est des coups dans l'électronique. Déjà, ça, il faut le transformer en 0 et en 1 informatique. Et puis ensuite, ces informations informatiques, il faut les transformer en objets physiques. Il faut 2 bits dans l'électronique, j'en arrive à là et passer un électron de telle image. Donc il y a pas mal de boulot, donc il y a de quoi faire travailler 4000 physiciens, ouais. Vous-même, comment êtes-vous arrivé dans cette recherche? Vous avez toujours été passionné par la matière, la physique des particules. Comment ça vous est venu? Alors,
mon surnom quand j'étais petite, c'était Miss Pourquoi. Donc voilà, donc moi je suis née en me posant des questions et je pense que du coup la physique des particules c'est l'aboutissement normal parce que à force de dire oui mais pourquoi on finit par arriver à l'élémentaire. Donc voilà. Donc, je pense que moi je me suis jamais posé la question, je suis curieuse de nature et donc voilà, je pense que je suis physicienne de nature. Et pour moi c'était facile. Mais après faut connaître les métiers qu'on exerce et ça c'est pas évident par contre. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la physique des particules, ne savent même pas qu'on existe, se demandent si on n'est pas des extraterrestres. Donc après, c'est en m'orientant plutôt dans les études scientifiques que j'ai rencontré des gens qui connaissaient des gens. Et on a l'image du monde de physique